On est devant une question tellement grave, la question du climat, que j'arrive plus à supporter les antinucléaires. Ça fait 30 ans que les connaissances qu'on a sur le monde grâce à la science, ça fait 30 ans que ces connaissances leur ont dit « votre position est périmée ». Il y a un sujet plus grave que le nucléaire, dont il faut s'occuper en priorité. Et ils sont incapables de progresser, ils sont incapables d'évoluer, ils sont incapables de mettre à jour leur référentiel. Et le problème, c'est qu'on n'a pas 30 ans de plus à leur accorder pour qu'ils avancent à leur rythme et que petit à petit, ils fassent leur autocritique. On n'a pas 30 ans de plus. Il y a l'empreinte carbone, mais il y a aussi l'empreinte écologique plus largement du nucléaire. Quand on voit toutes les pollutions que peut créer le nucléaire, que crée déjà le nucléaire, on ne peut pas considérer que le nucléaire est une solution face à la crise climatique. C'est comme choisir entre la peste et le choléra. En mettant une note de 2,5 au gaz, Greenpeace défend le fossile face au nucléaire. Sachant que c'est souvent le gaz qui complémente l'installation de renouvelables intermittents, c'est une démarche cohérente. Mais ça veut dire qu'on choisit d'émettre davantage de CO2 et d'empirer le changement climatique par crainte des impacts non climatiques du nucléaire. C'est un choix qui, à mon avis, mérite discussion et on en parlera longuement quand je ferai mes vidéos sur les énergies fossiles et nucléaires. Les gens qui ne sont pas capables de remettre les problèmes dans l'ordre, c'est-à-dire de dire « hier le nucléaire était le problème le plus important », je comprends bien quand je regarde que le changement climatique peut tuer 3 milliards de personnes, que c'est pas comme ça qu'il faut que je range les problèmes, et je l'accepte aujourd'hui. C'est le plus emblématique de la tempête de cerveau qu'il faut qu'on arrive à mener pour montrer qu'on est capable de changer la hiérarchie des risques perçus. Pour moi, c'est des gens qui démontrent leur plasticité intellectuelle et qui démontrent la capacité qu'ils ont à changer la vision qu'ils ont sur le monde et à mettre les problèmes dans un ordre différent une fois qu'ils ont une information supplémentaire. Et qu'ils ne s'enferment pas, ils ne s'enferment pas dans des luttes qui restent les mêmes, alors même qu'on essaye de leur apporter une information pour leur montrer que le monde a changé. Et qui refusent de prendre cette information en compte. Je pense que la plupart des antinucléaires qui croient Greenpeace sur parole et qui vérifient rien, et qui ont tort de leur faire confiance, je dis Greenpeace, mais c'est Négawatt, les Verts, la France Insoumise, l'association Sortir du nucléaire, j'en passe et des meilleurs. La plupart des antinucléaires n'ont pas vraiment compris de quoi on parle quand on dit qu'il y a un problème avec le climat. La température de la surface, c'est le marqueur en fait de la quantité globale d'énergie qui est embarquée dans le système. C'est ça qu'il faut comprendre et ça va perturber bien d'autres marqueurs du système climatique, les précipitations, le degré d'humidité, avec notamment les conséquences que vous pouvez voir en ce moment ou depuis récemment en Australie, puis en Sibérie, puis en Californie, puis au Brésil, etc. Ça crame partout. C'est pas juste une affaire de température. Dozens of these fires all across the state and many of them still burning largely out of control. And officials warn that the changing climate means what's record-breaking right now is just a glimpse of what the future will look like for these places. Il y a une différence énorme à chaque petit intervalle de réchauffement. Les émissions continuent d'augmenter et nous sommes actuellement lancés entre 3 et 4 degrés. Donc même si les initiatives que les gouvernements ont prises après l'accord de Paris sont tous mises en œuvre, nous serons à plus de 3 degrés. À partir de 3 degrés de hausse de la température moyenne, il y aura de l'insécurité alimentaire généralisée sur Terre. Et l'insécurité alimentaire déclenche une insécurité politique. Parce que, vous connaissez le vieux dicton, ventre affamé n'a point d'oreille. Donc le changement climatique a le potentiel de rendre la vie de vos enfants particulièrement infernale. Si on dépasse les 2 degrés et qu'on a de très bonnes chances de dépasser, on met en route de manière irréversible la déstabilisation de la calotte antarctique de l'Ouest. Ce à quoi on ajoute le Groenland qui a de toute façon commencé à fondre. Et on est parti pour avoir à une échelle de temps qu'on pensait être quelques siècles, il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui on dit on ne sait pas, les avancées récentes qui disent ça pourrait être plus rapide que ça. On met en route plus de 9 mètres d'eau dans l'océan mondial. Plus de 9 mètres d'eau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bangkok sous l'eau, Shanghai sous l'eau, Dunkerque sous l'eau, Miami sous l'eau, une partie de New York sous l'eau. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce avec quoi on est en train de jouer. Bon. Donc cette course-là contre la montre, je considère qu'il faut faire feu de tout bois, sans mauvais jeu de mots, pour être capable de la gagner. At least a third of the human population, or 2.4 billion people, reside near coastal waters. If it's not your land that's going to flood, that only means people are going to come to you once theirs does. Au fur et à mesure que les océans se réchauffent, leur capacité à capter du carbone diminue.
Et il y a de très nombreuses interactions comme celle-ci. On pourrait parler d'autres phénomènes, comme l'impact du climat sur les précipitations, sur les marées, sur les tourbières, sur le dégel du pergélisol, ou encore sur la circulation océanique. Sous l'effet du réchauffement climatique, il dégèle. Il libère 2 gaz redoutables, le CO2 et le méthane. La mauvaise nouvelle, c'est que ce dégel a lieu 70 ans plus tôt que prévu. Ce permafrost, gelé depuis des milliers d'années, cette petite boîte contient une sacrée quantité de carbone. 1600 milliards de tonnes de carbone. C'est plus que tout ce que notre civilisation a émis de gaz à effet de serre au cours du XXe siècle. Là, libérable en quelques décennies sous l'effet de sa simple fonte. Un autre exemple, 1600 milliards de tonnes, ça équivaut aussi à brûler toutes les forêts de la Terre 2 fois. Le climat, en fait, c'est la question du 21e siècle. Si on échoue sur le climat, tous les autres sujets vont partir en sucette. Tous les autres sujets vont partir en couille, ça va être de pire en pire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour les années qu'il vous reste à vivre, vous ne verrez jamais autre chose que le climat en état instable. Dans cette expérience que nous faisons pour la première fois, qui consiste à faire varier le climat de la même ampleur potentiellement qu'une déglaciation sur une humanité sédentaire de 8 milliards de bonshommes, la seule chose absolument certaine, c'est que nous ne verrons pas arriver à l'avance toutes les conséquences possibles. La science sera à jamais incapable de vous faire un tableau prédictif complet des risques que nous pouvons courir. Donc à mesure que le climat se réchauffera, nous verrons arriver des conséquences imprévues désagréables en quantité croissante. Évidemment, l'essentiel de nos infrastructures, institutions et schémas culturels ne sont pas du tout adaptés à ça. Une bonne partie des pays mondiaux seront en guerre, les autres sont en dictature. Enfin voilà, c'est évident que c'est le chaos partout. Parce que ça sera un tel déplacement des conditions existantes à une vitesse telle, avec des telles carences sur les besoins essentiels, et notamment l'alimentation, je vais vous en parler, que évidemment, ça va être le bazar partout. Donc on ne restera pas du tout dans un monde stable, et les Nations Unies pourront bien appeler à la paix, ça servira à rien. Les couleurs te montrent le nombre de jours par an où les niveaux d'humidité et de température seront supérieurs à ce que notre corps peut encaisser. Ok, alors, nouvelle pause interprétation. Toute l'Indonésie est en rouge foncé, donc en 2100, toute l'année en Indonésie, 270 millions d'habitants quand même, il fait trop chaud pour que les humains sortent dehors. Non mais c'est pas possible, là je dois me tromper. Non, c'est bien ça. Si on a un réchauffement climatique de l'ordre de 4 degrés, ça rendra les conditions environnantes plus chaudes que celles du Sahara pour 1,5 à 3 milliards d'individus sur Terre. 1,5 à 3 milliards de personnes, y a une partie d'entre eux qui vont mourir. C'est de leur survie dont on parle. Au bas mot, plusieurs centaines de millions de personnes. Et même pour les survivants, ils vont pas rester. Si leur pays devient plus chaud que le Sahara et que l'agriculture est impossible, ils vont se barrer. Donc ça va regardez ce qui s'est passé avec la caravane, avec la Syrie, etc. Ça fout déjà la merde, alors qu'on en est qu'au début. Qu'est-ce qui va se passer quand ça sera 1 milliard de migrants, 2 milliards de migrants ? On n'arrive même pas à s'imaginer là. Oh, est-ce que vous avez envie de laisser à vos enfants, vos petits-enfants, un monde en guerre, un monde à feu à sang La bonne question, c'est si je veux me débarrasser du charbon, est-ce que je fais de l'éolien et du solaire ou est-ce que je fais du nucléaire ? Je mets beaucoup moins mes enfants dans une situation difficile si je fais du nucléaire. Ça peut vous paraître paradoxal, mais c'est ma conviction profonde. Le fait qu'aujourd'hui on se soit précipité sur l'éolien et le solaire pour faire de l'électricité bas carbone, c'est la meilleure démonstration du fait qu'on n'a rien compris au problème. C'est la meilleure démonstration du fait qu'on n'a rien compris au problème et rien compris à la hiérarchie des risques. Il ne s'agit pas d'opposer d'un côté les renouvelables, qui seraient une solution miracle, au carbone fossile plus nucléaire. C'est pas comme ça que l'équation se pose. L'équation, c'est tout ce qui est décarboné contre l'énergie carbonée. Et aujourd'hui, l'énergie carbonée, il y a 80%. Alors, le mix énergétique mondial aujourd'hui est dominé à 80% par les combustibles fossiles. Et si je fais court, c'est 30% en pétrole, un peu moins de 30% en charbon et un peu plus de 20% en gaz. Voilà, c'est ça les 3 énergies reines dans le monde aujourd'hui. L'énergie qui a le plus augmenté sur les 10 dernières années, c'est le charbon, en valeur absolue. Donc l'énergie, le mix énergétique mondial dans 10 ans, il est encore dominé par les combustibles fossiles, quoi qu'on fasse. Si on est raisonnable sur le climat, on consommera moins d'énergie, mais ça sera toujours de manière dominante des énergies fossiles.
On a un problème d'augmentation de la population mondiale et tous ces gens-là veulent accéder à un mode de vie proche du nôtre. En fait, tous ces pays émergents vont faire une augmentation de la demande énergétique. On a beau nous faire des efforts pour moins consommer, même si eux ils font des efforts, avec le nombre, forcément il y aura une augmentation de la demande énergétique. On a augmenté la consommation électrique mondiale de 600 TWh, à peu près la production électrique française, pour faire à peu près simple, en ordre de grandeur. Sur ces 600 TWh supplémentaires, il y en a 300 qui sont venus de l'éolien et du solaire, super. 300 qui sont venus des fossiles, essentiellement du charbon. Donc aujourd'hui, on n'arrive même pas à accompagner la croissance. Et c'est pour ça que les émissions de CO2 continuent à augmenter. Donc de là à se dire qu'on va remplacer, qu'on va substituer, l'effort industriel est monstrueux. In 2019, the world was emitting 50% more CO2 than in the year 2000. And emissions are still rising. Why is that? Why is it so hard to just stop emitting these gases? C'est tout le problème du pétrole en particulier et des autres énergies fossiles en général. On a affaire à des ressources encore très faciles à aller chercher, contrairement aux énergies renouvelables, qui sont très diffuses et qui nécessitent la construction d'une immense quantité de machines diverses pour les capter. C'est notamment pour ça que la production d'énergie par les fossiles n'a de cesse d'augmenter. Le pétrole est aussi immédiatement stockable dans un réservoir, contrairement aux énergies renouvelables qu'on galère encore à stocker. Pour info, 1 kg de la meilleure des batteries contient 20 fois moins d'énergie qu'1 kg de carburant issu du pétrole. Et puis, convertir toutes nos machines à pétrole en machines électriques demande un effort industriel titanesque, un effort qui très probablement ne peut se faire que sur des décennies. Le GIEC recommande une augmentation des énergies renouvelables aux côtés du nucléaire civil. Il faut ajouter, la formidable densité énergétique du nucléaire civil fait qu'il a un faible impact en surface au sol et en matières premières. L'extrait du rapport du GIEC SR 15-2018. 4 trajectoires sont mises en avant dans le résumé pour décideurs politiques. On y retrouve une augmentation de la part des renouvelables et de la part du nucléaire. Si vous avez 4 options, si vous en enlevez une, déjà avec les 4 on n'est pas sûr d'y arriver, vous en enlevez une, vous n'y arriverez pas, c'est certain. On a des secteurs qui émettent énormément de carbone. Si on parle du cas français, on a le transport, le chauffage qui émettent énormément de carbone. Et les objectifs qui sont fixés sur ces deux secteurs ne sont pas du tout atteints. Ça manque de moyens, ça manque de recherche, ça manque de volonté pour avancer plus vite, pour avancer aussi vite qu'il le faudrait. Et de l'autre côté, on cherche à mettre des éoliennes, des parcs photovoltaïques pour remplacer des centrales nucléaires, alors que c'est pas un sujet quand on parle du climat. L'essentiel des émissions de CO2 en France viennent du pétrole, puis du gaz, puis du charbon. Donc si on a envie de s'attaquer à la question climat, dans l'énergie qu'on utilise, nos problèmes s'appellent numéro 1, le pétrole, numéro 2, le gaz, et numéro 3, le charbon. Il ne s'appelle pas, il n'apparaît pas sur ce diagramme, le nucléaire, si on raisonne simplement d'un point de vue climat. On a des émissions de CO2 qui sont dues au transport et au chauffage et à la chaleur industrielle. La production d'électricité, on ne va pas dire qu'elle émet zéro CO2, mais elle émet quand même très très peu de CO2. Je suis un peu interloqué quand on parle de transition énergétique, climat, etc. La première mesure dont tout le monde parle dans les médias ou quand on discute, c'est baisse du nucléaire, montée des renouvelables électriques. Ça veut dire qu'on met des efforts au niveau financier, enfin des efforts de finances publiques, sur une transition entre nucléaire, renouvelable, électrique, aucun impact sur les émissions de CO2, aucun intérêt du point de vue du CO2, alors qu'il y a d'autres postes qui sont très émetteurs. Donc quelque part on les oppose en fait, et on ne répond pas aux problèmes posés. C'est pour ça que je dis, j'ai l'impression souvent que ce qu'on a envie de faire c'est du renouvelable, on n'a pas envie de régler le problème du climat. En tout cas, les mesures qu'on met en œuvre en France n'ont pas conduit à des réductions de CO2 significatives, malgré des dépenses importantes. Et si on avait mis ces dépenses importantes sur d'autres postes où on sait qu'on produit beaucoup de CO2, le transport, le chauffage, etc., on aurait sans doute vu des baisses des émissions de CO2. Ok, donc en gros, fermer Fessenheim n'améliore pas nos problèmes environnementaux. On vit quand même une période où on n'arrive pas à réduire les émissions de CO2 autant qu'il le faudrait. Le dernier truc dont on a besoin, c'est de prendre des décisions qui ont plutôt tendance à les augmenter. Surtout en prétendant le faire au nom de l'écologie. Donc vous voyez retrouver ici le solaire, vous voyez qu'il est même dans l'ensemble des ENR en France raisonnablement marginal, et ça ne l'empêche pas quand même aujourd'hui de capter quasiment la moitié des impôts des gens qui nous écoutent. Donc effectivement, on peut légitimement se poser la question de savoir si c'est là qu'on doit mettre notre argent en premier, si le but du jeu c'est de décarboner.
L'idée que le déploiement de moyens de production électrique intermittents permet de diminuer les émissions de CO2 en France est très discutable, pour ne pas dire fausse. D'ailleurs, les engagements français de la COP21 pour décarboner notre économie ciblent différents secteurs d'activité, mais pas la production électrique. Tout simplement parce que notre électricité est déjà décarbonée. Et je ne dis pas du tout qu'il n'y a rien à faire. Il y a de nombreux chantiers à mettre en œuvre pour décarboner notre économie. On pourrait par exemple parler de l'isolation des bâtiments, de la consommation des véhicules ou de la réduction du gaspillage. C'est là que devraient aller les investissements. Donc si vraiment on est sérieux quand on dit qu'on veut s'occuper du climat, il faut commencer par s'occuper des secteurs qui émettent le plus de carbone. Donc il faut commencer par travailler sur les transports et le chauffage, et éventuellement aussi l'agriculture. Une fois qu'on aura fait ça, il faudra aller ensuite aider l'Inde et compagnie à se développer sans reposer sur le charbon. Et une fois que ça sera fait, on pourra se demander est-ce que c'est pertinent d'adapter, d'ajuster, de réévaluer, de modifier le mix électrique français. Mais une fois qu'on se sera occupé des transports et du chauffage, ça aura déjà remis les pieds sur terre à une bonne partie de ceux qui font confiance à Négawatt de manière aveugle. Parce que ça aura fait exploser la consommation électrique. L'électricité est la meilleure piste aujourd'hui qu'on a pour décarboner le plus vite possible les transports et le chauffage. Donc, il ne s'agit pas de construire des scénarios tirés par les cheveux en tirant des élastiques au maximum pour essayer de tout faire coïncider et mettre une épingle en plein milieu et prier pour qu'il n'y ait aucun élastique qui lâche et que ça déstabilise notre épingle et qu'elle se casse la gueule. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut prendre la solution la plus sûre. Et la solution la plus sûre, c'est se baser sur le nucléaire, rajouter du photovoltaïque et de l'éolien là où c'est pertinent, où ça a du sens d'un point de vue technique, mais pas dans un dogme du 100% renouvelable qui est complètement tiré par les cheveux et qui ne nous permet pas d'électrifier les transports et le chauffage. Plus vite on ferme nos centrales nucléaires, plus vite on développe les énergies renouvelables et les économies d'énergie qui permettront justement d'accéder à une électricité tout aussi décarbonée, voire encore plus décarbonée. Et si on veut vraiment enrayer la crise climatique, alors concentrons-nous là où les émissions de CO2 sont, c'est-à-dire dans les transports, l'agriculture et l'élevage. Quand la vérité nous dérange, nous mentons tant de fois que nous finissons par en oublier qu'elle est là, mais elle est toujours là. Tous les mensonges que nous disons accroissent notre dette envers elle. Tôt ou tard, cette dette doit être payée. Le moment où la part fossile a baissé en Suisse au début de cette série, dans les années 70, enfin 70, excusez-moi, pardon. C'est le moment où le nucléaire est monté en puissance. C'est très exactement ce qui s'est passé dans beaucoup de pays occidentaux. Ce que je vous présente ici, c'est le mix énergétique primaire français. Et en surimpression en blanc, les émissions de CO2 sur le territoire français. Ce que cette courbe vous montre, c'est dans les années 70, début 80, cette grande baisse du pétrole qui a été sortie du mix électrique, la contraction du charbon, le tout au profit de l'expansion du nucléaire, et la chute, 25-30% de chute des émissions de CO2 en France, dans ce délai relativement court. La part fossile évolue beaucoup plus lentement depuis qu'on s'intéresse à l'éolien et au solaire, pour une raison physique très simple. Les éoliennes et le solaire utilisent des énergies très diffuses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie dans un mètre cube de vent qui se déplace, et il n'y a pas beaucoup d'énergie dans un mètre carré exposé au soleil. Donc collecter ces énergies et les concentrer, c'est très coûteux en moyens. Jamais ça ne nous donnera la puissance de feu, au vrai sens du terme, que nous avons tiré d'énergie concentrée et facile à transporter que sont les combustibles fossiles. Jamais. Donc le monde 100% renouvelable, il est possible, mais c'est un monde dans lequel votre pouvoir d'achat est divisé par 20. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Iron Man en pièces détachées a multiplié la puissance musculaire de l'humanité par un facteur 200 en ordre de grandeur. Alors je vous la joue à l'envers, c'est donc les machines qui produisent. Si les machines n'étaient pas là, donc si on n'avait ni pétrole, ni gaz, ni charbon, et marginalement pas de chute d'eau et pas de nucléaire, mais à l'échelle mondiale, et encore plus marginalement les panneaux solaires et les éoliennes, si on n'avait pas pétrole, gaz et charbon, en gros le PIB mondial serait divisé par 200. Oui, mais on l'aura toujours ça, enfin, c'est-à-dire il y aura toujours des sources d'énergie. Bah non. Se débarrasser de l'essentiel de ces énergies fossiles, c'est se mettre au régime. Et le nucléaire dans cette histoire, c'est quelque chose qui adoucit le régime, et ça l'adoucit plus vite que les énergies renouvelables auxquelles on pense, c'est-à-dire éolien et solaire, parce que ça utilise une énergie beaucoup plus concentrée et on peut s'en servir quand on en a besoin. Avec les énergies renouvelables, à moyen identique, on aura quelque chose de beaucoup plus faible
Et si on choisit la voie de l'éolien et du solaire plutôt que du nucléaire, il va nous falloir en gros 10 fois plus de temps. Alors c'est vrai qu'on développe les renouvelables, c'est le machin rose que vous avez là. Ça, c'est les nouvelles renouvelables dans l'approvisionnement énergétique mondial. C'est l'éolien, plus le solaire, plus le marémoteur, plus le houlomoteur, plus le biogaz, plus la géothermie, plus tous les trucs qui excitent les journalistes et qui remplissent les colonnes de journaux. Alors ça remplit peut-être les colonnes de journaux, mais ça remplit pas les réservoirs. Et non seulement c'est tout petit, mais depuis qu'on a commencé à en parler, c'est-à-dire par là, ce qui a le plus augmenté dans le monde et de très loin, c'est les combustibles fossiles. Donc c'est des ENR dont on parle le plus, c'est les combustibles fossiles qui augmentent le plus. Pour le moment, c'est totalement anecdotique dans l'approvisionnement énergétique mondial. Et la bonne question est de savoir si ça peut devenir principal aux horizons de temps des promesses politiques. Et là, s'il y a des gens un peu joueurs dans la salle, on va tout de suite chez le notaire en sortant d'ici, parce que moi, je vous parie toutes mes économies contre les vôtres que non. Alors dans ce contexte-là, il y a plein de gens qui se disent « c'est génial, on va passer à 100% renouvelable et comme ça, on se débarrassera de tous les problèmes à la fois ». Nous ne sommes pas dupes, le futur ne sera pas nucléaire. Il sera 100% renouvelable. Le monde 100% renouvelable, on a énormément de points d'échantillonnage pour savoir à quoi il ressemble, parce que c'est le monde dont on sort. Voici un monde 100% renouvelable. En fait, le monde des hommes et des femmes, pendant toute la période qui est allée de la naissance de notre espèce jusqu'à il y a 2 siècles, a été 100% renouvelable. Ça ne pose aucun problème de faire un monde 100% renouvelable. Aucun problème. Je veux dire, on sait faire. Là, vous avez un monde dans lequel les transports fluviaux sont 100% renouvelables, les transports terrestres 100% renouvelables, l'industrie est 100% renouvelable, vous avez des moulins à vent faits avec du lin et du bois, des moulins à eau faits avec du bois et des cours d'eau renouvelables. Aucun problème de faire un monde 100% renouvelable. La question, c'est est-ce qu'on sait faire un monde 100% renouvelable en gardant le niveau de consommation industrielle que nous avons aujourd'hui avec 8 milliards d'individus? C'est évident que non. Jamais on y arrivera. C'est les ordres de grandeur qui vous disent ça, et la physique. Donc la priorité, c'est pas de fermer des centrales qui n'émettent pas de CO2. La priorité, c'est de virer les 80% de carbone fossile. C'est ça, la priorité. Et donc l'équation, elle se pose, renouvelable plus nucléaire, contre dégager le plus vite possible, le carbone fossile. Et donc du coup, toutes les personnes qui se mettent en travers en rajoutant des contraintes supplémentaires qui rendent le bateau complètement instable, toutes ces personnes, en fait, elles polluent le débat. Littéralement, polluer, c'est-à-dire ramener quelque chose dans le débat qui n'a pas sa place, qui ne fait pas partie des priorités, et qui nous complique la tâche. Les gens qui sont contre le nucléaire accroissent globalement le risque et la déstabilisation que court la planète. Voilà. Parce qu'ils nous maintiennent plus longtemps dans le charbon, et que le charbon, ça fait du changement climatique, donc ça va faire des guerres, ça va faire des famines, ça va faire des émeutes, ça va faire un raccourcissement de l'espérance de vie, ça va faire de l'acidification des océans et de la perte de biodiversité, et que si je fais la somme de tout ça, vraiment le nucléaire m'empêche pas de dormir. Voilà. Ça reste, le nucléaire, une industrie dangereuse, comme l'industrie chimique, comme le fait de conduire des voitures, et si je suis encore plus provocant, tant que les cigarettes sont en vente libre, je pense que c'est vraiment pas le sujet de s'occuper du nucléaire. Malheureusement, l'inaction du moment nous prépare un futur où on va se payer 2 emmerdements pour le prix d'un, ça va être le double effet qui se coule, on va avoir moins de ressources, donc moins d'économies pour gérer plus d'emmerdements. Au moment où ces perturbations commenceront à prendre vraiment de l'ampleur, on aura depuis longtemps passé les pics énergétiques fossiles, donc de l'énergie facile, pardon pour ce jeu de mots, qui est celle justement qui permet de faire face à peu près n'importe quelle perturbation. Donc on va avoir un effet ciseau, et plus on tarde à s'attaquer au problème, plus l'effet ciseau sera ample et irréversible. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la classe politique ignore totalement ce problème, comme elle ignore du reste le changement climatique, mais enfin au moins le changement climatique, elle croit qu'elle connaît, ce qui n'est pas vrai. En ce qui concerne le pétrole, elle ne croit même pas qu'elle connaît, juste elle n'a rien compris au film, quoi. Tout ce qui ne se fera pas comme régulation volontaire sur la sobriété et l'efficacité énergétique et l'efficacité carbone, se fera par contraction économique et diminution de la population subie. Alors, diminution de la population subie, il y a 2 trucs qui marchent bien, c'est la famine et la maladie. Moi, je suis capable de m'adapter à 1 kilo qui m'arrive sur la figure en tombant de 50 cm. Je suis pas capable de m'adapter à 3 tonnes qui m'arrivent sur la figure en tombant de 10 mètres. Enfin, si je m'adapte, je deviens une galette et je suis mort. Mais c'est une forme d'adaptation, j'ai envie de dire, moins optimale que d'autres. Aujourd'hui, comme je disais au début, on n'a pas 30 ans à offrir aux antinucléaires pour faire leur progression à leur rythme. Donc en fait, ce que fait par exemple Rodolphe sur la chaîne Le Réveilleur, c'est très bien. On a besoin que les gens aillent regarder la chaîne de Rodolphe. J'ai appris pas mal de choses en regardant ses vidéos. J'avais déjà eu une vue générale avec Jean Covici, mais voilà, c'est très bien ce que fait Rodolphe. Mais qui va aller voir Le Réveilleur ?
quelqu'un qui soit est déjà un minima un peu convaincu, ou soit quelqu'un qui a une démarche sincère, une démarche qui... quelqu'un qui veut se renseigner sur le sujet, vraiment creuser le sujet avant de prendre une position. Et la plupart des gens ne fonctionnent pas comme ça. Quand on demande aux Français si le nucléaire contribue un peu ou beaucoup aux émissions de gaz à effet de serre, vous avez à peu près 80% de la population qui vous répondent oui. Donc 80% des Français pensent que de casser un noyau d'uranium en deux, c'est équivalent à oxyder un atome de carbone. C'est une source de confusion importante, parce que du coup, ça peut expliquer que pour beaucoup de gens, si on lutte contre le changement climatique, il est logique de faire baisser le nucléaire, parce qu'à partir du moment où on fait baisser le nucléaire, s'il contribue au changement climatique, c'est une bonne chose pour le climat. Et c'est malheureusement plutôt plus développé chez la fraction de la population qui, par ailleurs, est plutôt plus sensible aux questions d'environnement, c'est-à-dire les femmes et les jeunes. Alors évidemment, on peut considérer que c'est une faillite médiatique, pas complètement en désaccord avec cette idée. Il se trouve que les Nations Unies ont créé en 1955, donc 33 ans avant la création du GIEC, une autre agence onusienne qui s'appelle, avec un accent délibérément français, l'UNSCEAR, dont les rapports sont superbement ignorés par les médias français. Donc ça, c'est une bonne question. La bonne question, c'est pourquoi est-ce que les médias français ignorent superbement cette Je vais vous poser dans ce cas-là, c'est pas moi qui ai la réponse, c'est vous. Moi, je travaille pas dans les médias français. Et une partie de ce cours va aller à l'encontre d'un certain nombre d'idées qui circulent dans le journal, tout simplement parce que dès qu'on a affaire à un objet technique ou à des débats sur des chiffres, la presse grand public est très mal outillée pour les restituer. Ces critères de sélection ne sont pas de refléter la réalité du monde, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est bien ça le problème, c'est que la presse passe les plats, parce que la presse fait pas de règle de 3 avant de passer les plats, donc elle prend le communiqué de presse et elle fait copier-coller. Le problème du nucléaire n'est pas un problème de risque, ou plus exactement de danger objectif, c'est un problème de risque perçu. Donc en fait, le vrai débat sur le nucléaire, c'est pourquoi est-ce que les médias sont pas foutus de fournir une information factuelle, objective, parce qu'il y a les faits et les opinions. Oui, bon... Il y a bien eu un accident à Tchernobyl, mais on m'a assuré qu'il n'y avait aucun problème. Je vous dis qu'il y en a un. Je préfère mon opinion à la vôtre. Je suis physicienne nucléaire. Vous étiez employée dans une fabrique de chaussures avant de devenir secrétaire adjoint. Si on me donne le choix entre habiter à Fukushima et habiter à côté d'une usine chimique ou à côté d'une autoroute, ou à côté d'une centrale à charbon, je vais habiter à Fukushima sans hésiter une seconde. Pourquoi ? Parce que vous préférez un risque faible mais grave à un risque... Non, le risque n'est pas faible mais grave. Le risque, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, les rapports de l'UNSCEAR vous disent qu'il n'y a pas de risque à cause du surplus de rayonnement. Mais excusez-moi, je comprends pas ce que ça veut dire. Ne décidez jamais rien de crucial dans votre vie sur la seule base de la lecture du journal. Ne faites jamais une erreur pareille. Ne prenez jamais une décision significative en fonction d'une impression qui vous vient de la lecture du journal. Ne faites jamais ça. Le journal est truffé de conneries du début à la fin, tous les jours que Dieu fait. Et tant que vous ne connaissez pas le secteur dans lequel vous êtes sur le bout des doigts, vous ne savez pas faire la différence entre un journal qui raconte des choses justes ou un journaliste qui raconte des choses justes et un journaliste qui raconte des conneries. Donc on a un problème urgent sur les bras, c'est le climat. L'enjeu est beaucoup trop important pour que le débat soit pollué par des dogmes et des préjugés. On a besoin d'avoir un débat qui soit basé sur des faits. En fait, cette vidéo est un plaidoyer pour des mouvements environnementaux scientifiques. Les personnes qui entrent dans ce combat peuvent être dégoûtées si elles se rendent compte qu'elles se sont fait abuser par certains mouvements militants qui font passer leurs dogmes avant les faits. Le nucléaire produit des déchets qui vont être encore présents quand nos enfants, nos petits-enfants, on leur laisse une poubelle qu'ils devront gérer pendant des milliers et des dizaines de milliers d'années. C'est une responsabilité. On est déjà en train de donner à nos enfants toutes les conséquences des bêtises qu'on a faites avant. Nous avons une responsabilité vis-à-vis d'eux aussi. Ces déchets qu'on produit, la durée de vie, elle est estimée entre 10 et 100 000 ans. On est en train de jouer avec des choses qui nous dépassent. Franchement, je n'aurais jamais pensé que nos émissions de CO2 avaient un impact sur des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Au final, on est sur la même échelle de temps que ton autre sujet préféré, les déchets nucléaires. Sur la question du climat, non, je ne peux pas vous laisser dire, Christian, que l'énergie nucléaire est la moins carbonée. C'est l'éolien, c'est le photovoltaïque, qui sont d'ailleurs 2 à 3 fois moins chers. C'est juste faux. L'éolien est en gros au même niveau d'émissions de CO2 par kilowattheure que le nucléaire.
Et le photovoltaïque est plus émetteur que ces deux technologies, tout en restant bien inférieur aux fossiles. Et on parle ici de quelque chose de consensuel qu'on peut retrouver notamment dans le rapport du GIEC. Et l'exemple que j'ai mis en avant est juste le dernier qui m'est passé sous la main. Mais c'est un classique, on en avait déjà parlé dans la vidéo sur le classement électricité verte de Greenpeace. Je ne peux pas croire que ces associations ou personnages politiques sont aussi ignorants sur le sujet dont ils se revendiquent experts, notamment parce qu'on leur fait constamment remonter ce type d'erreur. On dirait bien que la différence entre un climato-sceptique et une partie des représentants de l'écologie, c'est juste quelle partie du rapport du GIEC ils choisissent de ne pas lire. Quelle partie des éléments scientifiques disponibles ils choisissent d'ignorer par dogmatisme. Le nucléaire coûte très cher. Le fait que par ailleurs le solaire soit transitoirement moins cher que le nucléaire vient d'une comparaison de choux et de carottes. Parce que dans un cas de figure, vous avez le kilowattheure qui est à votre disposition quand vous le souhaitez. Alors vous allez me dire, il n'y a qu'à stocker. Alors je vous dis, ah là, je suis d'accord. Mais à ce moment, il faut intégrer le coût du stockage dans le coût complet que vous comparez. Donc moi, je veux bien qu'on compare le nucléaire avec un coût du solaire stocké restitué. Ça, je veux bien. Et à ce moment, il n'est plus du tout à 40 € le mégawattheure. Je peux vous assurer que vous pouvez multiplier par beaucoup. Ces résultats, ça n'est pas la victoire de ELV. On ne l'a pas réussi seul. Et c'est aussi parce que tout simplement, vous l'avez dit, le dérèglement climatique est engagé. Et donc, les citoyens et les citoyennes disent on est prêt pour le changement. Ça nous confère une grande responsabilité. On doit être responsable vis-à-vis de l'avenir. On est en train de jouer avec des choses qui nous dépassent. La vérité se moque de nos besoins et de nos désirs. Elle se moque de nos gouvernements, de nos idéologies, de nos religions. Et ceci est finalement le cadeau que nous a offert Tchernobyl. Il fut un temps où je craignais d'avoir à payer le prix de la vérité. Aujourd'hui, je demande seulement combien nous coûtent les mensonges. Il n'est pas tant que nous puissions les confondre avec la vérité. Le véritable danger, c'est qu'à force d'en entendre, nous ne soyons plus du tout en mesure de reconnaître la vérité. Les ONG, les associations, les partis politiques qui sont depuis très longtemps anti-nucléaires, ils ont un discours très ambigu sur cette question et parfois font de la désinformation. Et ça, évidemment, c'est un gros problème. C'est un gros problème d'honnêteté intellectuelle, évidemment, mais c'est aussi un gros problème pour les choix qu'on a à faire. Et donc, quelles sont les voies pour avancer, en fait? Quelles sont les options pour avancer? L'incitation, aujourd'hui, c'est ne pas payer les externalités. Donc, on fout du carbone dans l'atmosphère, mais on ne paye pas les conséquences que ça va avoir. Donc, c'est pas la loi du marché qui peut... c'est pas la libre concurrence qui va nous sortir de là. Alors, je résume. On est passé de « est-ce que le capitalisme peut s'autoréguler pour se maintenir dans les frontières écologiques » à « le capitalisme est une organisation qui naturellement cherche toutes les méthodes possibles pour dépasser les frontières écologiques. Joie, on va donc tous mourir. » Ah ça c'est sûr. Après, est-ce que ce sera à cause du capitalisme et des frontières écologiques, ça... Et les politiciens actuels, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des COP qui, globalement, pour ceux qui se présentent à des élections, les résultats des COP vont à l'inverse de ce qu'ils ont envie de faire pour avoir le plus de chances de se faire réélire. Donc ils sont focalisés sur leur élection dans 5 ans, enfin ou 4 ans, on s'en fout, mais suivant les pays. Mais donc du coup, ils avancent pas assez vite. Et donc si on se repose uniquement sur les politiciens, sur le système politique actuel, ça va pas marcher, ça va pas suffire. Une expérience qu'on fait qui consiste à avoir des réunions internationales. Alors vous voyez l'effet que ça a sur la variation de la concentration, ça ne sert à rien. Ou plus exactement, ça ne sert à rien de disruptif. Ce qui se passera dans les enceintes internationales, c'est juste d'entériner ce que les pays sont déjà prêts à faire. Et c'est très exactement ce qui se passe dans ce cadre onusien. C'est pas de là que viendra la solution. On a géré notre filière à la petite semaine. Et c'est une des limites aussi au nucléaire, c'est que le nucléaire ne supporte pas le stop and go. Les atermoiements constants et une absence de cadre structurant de long terme, et c'est exactement ça qu'on est en train de payer en France. C'est les conneries successives qu'on a faites depuis Jospin qui a vendu Superphénix. Ah ben tiens, aux prochaines élections, quand même, ça le ferait bien que je ferme Fessenheim. Donc je vais dire que c'est cacaberg. Puis au truc d'après, je vais dire non, quand même, j'ai besoin du nucléaire. Alors, les mecs, c'est vachement bien ce que vous faites. Puis au truc d'après, je vais dire non, quand même, 50% de nucléaire, c'est vachement bien. Puis au truc d'après, je vais dire non, quand même, les mecs, enfin, n'importe quoi. Je veux dire, c'est juste... Le blocage, c'est on n'imagine pas ce qu'il faut pour vraiment transformer la société. Et deuxièmement, il n'y a pas les politiciens qu'il faut pour les mettre en vigueur. Le fait de tenir les 2 degrés suppose que, à partir de la semaine prochaine, les émissions planétaires baissent de 5% par an. Donc tous les ans, les émissions doivent être inférieures de 5% à celles de l'année précédente. Or, il se trouve qu'une baisse de 5% des émissions planétaires, c'est ce qu'on aura en 2020 à cause du Covid. Donc il faut un Covid supplémentaire tous les ans pour qu'on tienne la limite des 2 degrés. Voilà, c'est ça la promesse politique quand on vous dit on va tenir les 2 degrés.
Alors vous comprenez bien que ça va être un peu compliqué à faire avec le consommateur qui reste assis dans son fauteuil et les politiques qui se contentent de faire de grandes déclarations, puis derrière de faire l'exact inverse de ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. C'est pas vraiment avec des chèques à Air France et à Renault qu'on va y arriver. Ce que nous vendent, parce qu'ils ne connaissent pas les ordres de grandeur, le monde politique, ce que nous vend le monde politique en nous expliquant qu'on va y arriver les doigts dans le nez sans rien abandonner sur le reste, malheureusement c'est un leurre. C'est peut-être plutôt qu'ils vendent leur compréhension pour un plat de lentilles électorales. Même pas, mais si seulement, si au moins ils étaient cyniques, mais c'est même pas le cas, ils sont juste ignorants. Si au moins ils étaient cyniques, ça serait déjà le début d'une solution, ils sont juste ignorants. Macron, il n'a pas passé 5 heures à se documenter sérieusement sur la physique sous-jacente du sujet. Donc il a reçu Greta Thunberg, très bien, mais il n'a pas passé 5 heures à regarder la physique sous-jacente. Pardonne-moi l'expression, à un moment je me dis ces gens-là quand même se foutent de la gueule du monde, c'est-à-dire que rien ne les empêche de passer un peu de temps à essayer de comprendre comment fonctionne le monde. Personne met un revolver sur la tempe à quelqu'un quand il se présente pour être député, ministre ou président. C'est pas une obligation, d'accord ? Monsieur Macron, il n'est pas devenu président parce qu'on va coller un revolver sur la tempe en disant tu fais ça ou je te flingue. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où les gens ambitionnent d'avoir ce genre de responsabilité, ils sont obligés, ils ont une obligation, qui est celle de faire les choses sérieusement, et celle de, comment dire, ne pas faire les dilettantes, et ne pas faire les fumistes. J'insiste, je pense vraiment qu'il y a un côté irresponsable dans le fait, quand on ambitionne la conduite des affaires d'un pays, de ne pas passer du temps à se documenter sur quelque chose qui est devenu un enjeu central dans la conduite des affaires du pays. C'est pas comme s'ils n'étaient pas au courant qu'il y a quelque chose. Non, ils peuvent pas ne pas être au courant. Et qu'est-ce qui reste ? Il reste un mouvement citoyen qui fasse vraiment pression. Un mouvement de citoyens qui ont compris l'importance, la gravité du sujet, et qui ont conscience de rentrer dans un militantisme qui va durer des décennies, et qui vont pas lâcher tant qu'on n'aura pas réglé la question. Et ça va être long. On n'a pas le choix de ne pas s'en occuper. Soit on s'en occupe, soit le problème s'occupe de nous. Et pour construire ce mouvement, on ne peut pas avoir dans les pattes des antinucléaires qui, comme j'insiste, font passer leur dogme avant l'intérêt général. Aujourd'hui, il y a un écart absolument monstrueux entre la réalité du problème et la réalité des moyens. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est en train d'aller droit dans le mur en klaxonnant gaiement. À partir du moment où on commence à décider d'agir sur les émissions de gaz à effet de serre, ça commence à différencier l'avenir 20 ans plus tard. Ça revient à dire qu'une voiture qui est en train d'accélérer et de se rapprocher dangereusement d'un mur, au moment où vous appuyez sur la pédale de frein, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle accélère encore plus fort pendant les 20 ans qui suivent. Donc vous comprenez que si on commence à s'occuper de nos émissions de gaz à effet de serre au moment où on approche, où on a franchi un certain nombre de seuils de danger, malheureusement, ça ne permettra pas d'éviter la situation que nous souhaiterions éviter. Plus on attend pour régler les problèmes à forte inertie, tels que le changement climatique, plus on se condamne à ce qu'on se retrouve dans une situation dans laquelle on aura de moins en moins de moyens pour gérer des problèmes de plus en plus importants. Et à ce moment, c'est des craquements successifs dans le système, dont le Covid nous donne un avant-goût très très timide, qui se chargeront de régler le problème à notre place. Voilà. Sur cette bonne nouvelle, je cède la parole. Bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais cette vidéo est déjà assez longue. Alors j'ai prévu de faire une série de vidéos pour répondre aux dogmes et à la désinformation des antinucléaires. Et voilà les sujets que j'ai déjà prévus. Vous pouvez me dire en commentaire si vous en voyez d'autres, et aussi par lequel vous préfériez que je commence. Et sinon, je sais que la situation est anxiogène, mais il y a des pistes pour avancer quand même. Notamment, je vais faire une vidéo à propos du thorium. Le CNRS de Grenoble a un réacteur qui marche sur le papier, donc comme ils disent que ça marche en théorie, il faut construire un réacteur expérimental pour vérifier si les promesses sont tenues ou pas. Ça, je comprends pas pourquoi c'est pas fait, c'est vraiment, vu l'importance des enjeux, c'est incompréhensible. Et par contre, ça passe avant le débunkage des antinucs. Et aussi, j'ai un documentaire sur la démocratie que je vais terminer. Ça fait des années, littéralement, que je travaille dessus. Et c'est important, bon, bah déjà parce que c'est un peu pour ça que j'ai fait cette chaîne, mais aussi parce que sans la démocratie, il faut voir ce qu'on entend par démocratie. Sans la démocratie, je pense pas que ce soit possible d'avoir la justice sociale. Et sans la justice sociale, je pense pas qu'on arrivera à adresser le problème du climat. Tant qu'il y a des inégalités, les gens vont pas accepter de se serrer la ceinture si les autres à côté se gavent.